Je re-upload la vidéo suite à des petites erreurs dans sa première version. On a perdu toutes les vues et surtout tous vos commentaires qui étaient trop cool. C'est dommage, j'assume. Bonne vidéo. Des cartes nulles à Magic, il en sort régulièrement. Nous parlons plutôt de cartes avec un power level plus faible. Cependant, avec la diversité des formats qui existent et selon la temporalité dans laquelle ils s'inscrivent, une carte que vous découvrez dans votre booster qui vous paraît bien faible, voire extrêmement situationnelle par rapport aux autres cartes, finira toujours par trouver une maison. Sans oublier que les formats limités, ceux qu'on joue directement avec les cartes qu'on ouvre sur le moment dans nos boosters, doivent conserver un certain équilibre. Mais dans cette vidéo, je vous ai dégoté des trucs qui franchement sont éclatés au sol dans quasiment n'importe quelle situation. Sérieux, j'ai cherché pour chaque carte quel setup pourrait un peu les mettre à leur avantage, mais rien. N'hésitez pas à commenter d'ailleurs si vous trouvez des idées. Ça peut être un exercice rigolo, et peut-être même qu'on fera un live sur le sujet par la suite. Vous verrez qu'on va avoir principalement affaire à d'anciennes cartes, provenant d'une époque où le power creep de Magic n'était pas encore vraiment palpable, et où le jeu se cherchait encore un peu. Bien qu'aujourd'hui, on ait encore parfois des erreurs de design. Alors, les cailloux, ou artefacts produisant du mana, c'est important à Magic pour ramper et fixer ses couleurs. On aime bien les cailloux. Les gros cailloux, même bien. Et celui-ci, c'est l'accumulateur de mana bleu pour 4 mana qui peut s'engager pour produire un mana bleu. Alors c'est très cher payé un rampé de 1 pour 4, mais il a une autre capacité, il peut s'engager pour 2 mana afin de gagner un marqueur. Et alors si jamais vous l'engagez pour sa capacité de mana, vous pouvez alors retirer autant de marqueurs que vous le souhaitez et ajouter un mana bleu supplémentaire par marqueur retiré ainsi. Bon alors déjà c'est beaucoup trop lent et cher par rapport à la récompense. Alors ok, c'est un mana sink qui va permettre de rentabiliser à moitié votre mana plus tard. Alors certes avec la prolifération ça commence à faire des trucs très vite fait. Sachez par exemple que la carte se trouve dans 0,1% des decks Atraxa, donc la Atraxa OG, dont la seule capacité est de proliférer. C'est pour vous dire à quel point, même mise en situation, cette carte est d'une lourdeur abusive. Mais à l'époque, des cailloux qui fournissent du mana coloré, en dehors des MOX qui étaient déjà presque inaccessibles en termes de prix, ça ne courait pas les rues. Du coup, ce cycle d'artefacts était parfois joué, parce que oui, comme vous pouvez le voir, il y a une batterie par couleur. Si vous voulez jouer un deck bracket 1 avec une thématique très précise, peut-être qu'elle aurait sa place. Et cerise sur le gâteau, cette carte est une rare. Et oui, Terre Natale est connue comme une extension au power level extrêmement faible. Même à l'époque, les joueurs ont fait un peu la tronche et on les comprend. Regardez-moi le genre de créature qui devait se taper 7 mana dont 2 noirs pour une 5-5 sans capacité d'évasion. Ah si, excusez-moi, on peut lui donner la traversée des forêts à condition de payer 3 mana et qu'elle perde 3 d'attaque. Ah ça vaut le coup. Regardez en noir pour 7 mana ce qu'on peut invoquer normalement à Magic. Il y a comme une petite diff. Pas besoin d'étayer plus sur ce caca sur pattes. Ah si, sachez tout de même que Veldran le Sangien prenait un slot, 2 cartes rares, et oui c'était une rare encore. Non mais dommage que la rareté mythique n'existait pas à l'époque, parce que franchement il aurait mérité. Même en commune, Magic n'oserait plus éditer un truc pareil. Bon, alors j'adore Terre Natale, je trouve que les cartes ont un charme de fou, et ça peut être rigolo de jouer ça en format limité, pour voir comment les cartes se comportent, et surtout pour que les parties durent bien 1000 ans. Ici, encore une carte rare, Saul l'Automne. Pour 6 mana, dont 2 verts, vous avez une 4-4, ok, mais elle ne peut pas être la cible de sort ou de capacité. C'est un peu le linceul de l'époque, quoi. Bon alors, pourquoi pas, ça a peut-être un peu plus de valeur dans la méta de l'époque, mais ok, on peut payer un mana vert pour que quelqu'un puisse la cibler, mais mince quoi, une 4-4 pour 6 qui fait rien. Aujourd'hui, en mono vert, même dans les communes et Unco, on trouve pour le même coût des cartes bien supérieures à ce vieux carton moisi. En fait, c'est une carte assez représentative du niveau de puissance de l'époque. De nos jours, il est assez courant en vert d'avoir des créatures dont la force et l'endurance dépassent le coût converti de mana, mais à l'époque, si on atteignait déjà une force et une endurance égales au CCM, c'était le bout du monde. Du coup, Saul n'est pas si horrible si on la replace dans son époque. Preuve en est, elle apparaît même dans des listes top 8 du Pro Tour en 1996. Comme quoi, ça a bien changé Magic, et il ne faut pas juger les vieilles cartes sur leur apparence. S'ensuit d'Albattre, une 1-3 pour 1 qui fait que tous les sorts blancs que vous jouez coûtent 1 mana supplémentaire. Comment se tirer une balle dans le pied? Comment se tirer un obus dans le pied? Je relis la carte. Pour 1 mana blanc, tous vos sorts blancs coûtent 1 de plus.
Un mana coloré en plus, hein. Mais quand même vous avez une 1-3 sur le board. Cette carte, comme l'indique le petit symbole doré à droite, est une rare. Alors une 1-3 pour 1, en vrai c'est une bonne stat, et contre un deck aggro ça peut extrêmement bien vous protéger en early game. Peut-être une carte de side de l'époque, et encore, j'y crois pas un instant. Devoir payer un mana blanc supplémentaire par sort, ça complique beaucoup trop la chose, c'est horrible. Donc je sais pas trop quel setup ils avaient prévu pour cette carte à l'époque. À moins de ne jouer que cette créature en sort blanc, la fenêtre d'exploitation de cette carte est vraiment minuscule. La seule situation où ça peut être intéressant d'avoir ça dans son deck, bah, c'est de la refiler à son adversaire, hein. Il y a quelques effets qui permettent ça à Magic, hein, donc peut-être que dans une méta très spécifique où ça joue blanc en face, ça pourrait faire des trucs. On pourrait transformer tous les sorts de l'adversaire en sorts blancs aussi, mais là on s'en sort plus, hein. C'est très expérimental, hein. Et je pense que si tu ouvrais ça dans ton booster invasion à l'époque, bah t'avais juste envie de bouffer la carte, hein. D'après EDH Rec, la carte est jouée dans environ 378 decks Commander, sur près de 3,2 millions enregistrés. Et donc le pire dans tout ça, c'est que c'est un cycle. Et oui, 5 sensus immondes qui viennent vous pomper votre mana. J'aimerais bien l'explication des game designers là-dessus, hein. Même si je comprends bien qu'il fallait un malus sur ces cartes qui ont plutôt des bonnes stats pour l'époque, là c'est un petit peu abusé. S'il vous plaît, trouvez-moi un truc à faire avec ce machin, parce que là franchement... c'est un peu pathétique, hein. Le set légende a vraiment introduit la notion de légende dans Magic, c'est-à-dire des créatures uniques avec un nom propre, ce qui a donné plus tard notre format chéri d'amour, le Commander ou EDH. Et nous, les joueurs de Commander, on aime bien les cailloux, c'est vrai, mais on aime bien aussi pondre des jetons de toutes sortes, partout et tout le temps. Et à l'époque, il n'y avait pas 36 façons de le faire. On avait par exemple Boris Devilboon. Alors c'est pas un humoriste, mais un sorcier qui invoque des petits démons. Et Boris, force à toi, parce que t'es nul! À l'époque, les sorts multicolores, c'était tout nouveau, hein, donc ils ont eu un peu de mal à équilibrer le power level, mais là, après presque 3 décennies, c'est fou de se dire que ce genre de carte pouvait exister sérieusement. Donc il coûte 5 mana, dont Rakdos, c'est une 2-2, déjà les stats sont horribles, et tu peux payer 4 mana, l'engager et créer un jeton 1-1. Déjà, le jeton Minor Demon qu'il est censé produire n'existe même pas officiellement, donc je pense que je vais le créer moi-même avec les servants du peintre, vous inquiétez pas, pour les 4 personnes dans le monde qui jouent Boris en commandant. Regardez pour le même CCM, voire moins cher, ce qu'on a en créatures qui pondent des bodies. Faites pause, hein, y a le choix, et je suis loin d'avoir tout mis. Dans le Commander multi, il faudrait créer un bracket 0 avec un pool de cartes uniquement de ce niveau de nullité, histoire de voir ce que ça donne, et je suis sûr que ça serait très drôle. EDH Rec le répertorie dans 66 decks, en même temps, à part en bracket 0, je vois pas trop où ça peut être joué, hein. Mais bon, là ça va, c'était qu'une unco, et c'est vrai qu'à l'époque, avoir une créature qui pond d'autres créatures, c'était pas très commun. Alors évidemment, faut tout replacer dans son contexte, hein. C'est cool qu'il y ait des cartes aussi rincées, sinon il y aurait pas d'aussi bonnes cartes à côté. Mais c'est vrai que parfois Magic n'est pas toujours au point sur l'équilibrage du power level, et parfois on se demande même l'utilité de certains de nos bouts de carton. Là on rigole de cartes plutôt anciennes qui sont objectivement pas bonnes, on va pas se mentir, mais peut-être que dans 10-15 ans, on rigolera de certaines cartes actuelles qu'on considère comme ok. Quand on aura des créatures légendaires pour 4 mana avec 5 mots-clés, un énorme body, qui font piocher, qui créent des trésors, et qui permettent pourquoi pas de cheater sur le coup de mana, tout ça dans une même textbox, peut-être que certaines cartes dites faibles nous manqueront un peu. Dites-moi si ça vous a plu, parce que moi j'ai trouvé ça très drôle à faire, et j'ai bien envie d'en faire d'autres, donc j'attends vos retours. J'ai fait une version spéciale de cette vidéo, mais uniquement accessible aux membres de la chaîne, donc si vous voulez soutenir, vous pouvez vous inscrire, et vous aurez accès à du contenu exclusif. Merci à celles et ceux qui le font. Au revoir.